Troy Blackstone avait toujours été un homme qui prospérait dans l'ombre. Consultant en sécurité spécialisé dans l'espionnage industriel et les enquêtes privées, il avait passé 15 ans à apprendre une vérité. L'information était la monnaie la plus précieuse au monde. Mais il ne s'attendait pas à ce que son affaire la plus cruciale consiste à espionner sa propre femme. Le brownstone de Brooklyn Heights avait été leur rêve lorsqu'ils l'avaient acheté 8 ans plus tôt. Diana était tombée amoureuse des murs de briques apparentes et de la vue sur la skyline de Manhattan. Aujourd'hui, alors que Troy était assis dans son bureau du sous-sol, entouré d'écrans et de matériel de surveillance, ces mêmes murs lui semblaient être une prison qu'il s'était construite lui-même. Diana Blackstone, née Harrison, avait été la femme la plus envoûtante qu'il ait jamais rencontrée. Promoteur immobilier à succès, cheveux blonds platine et yeux émeraude capables de vendre de la glace à un Inuit, l'avait subjuguée lors d'une soirée caritative en 2013. Leur mariage avait suivi une cour effrénée et pendant les premières années, Troy avait cru avoir trouvé l'âme sœur. Les jumeaux, Connor et Madison, étaient arrivés 3 ans après leur union. Aujourd'hui âgés de 8 ans, ils étaient le centre de son univers. Madison avait hérité de la beauté de sa mère et de l'esprit analytique de son père, tandis que Connor possédait une âme d'artiste qui rappelait à Troy son jeune frère, mort en Afghanistan. La première fissure dans sa vie parfaite était apparue 6 mois plus tôt, lors d'une vérification de routine de son propre système de sécurité. Transactions financières dissimulées, messages cryptés, réservation d'hôtels pour 2 sous le nom de jeune fille de Diana, la découverte l'avait frappé comme un coup de poing. Mais Troy avait appris depuis longtemps à compartimenter la douleur pour la transformer en quelque chose d'utile. Blake Hoffman était l'associé de Diana chez Harrison Hoffman Development, une entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble ces 5 dernières années. Grand, charismatique, doté d'un charme naturel qui faisait fondre les investisseurs, Blake avait été un invité fréquent à leur table. Troy l'avait même considéré comme un ami. L'adultère durait depuis 2 ans. L'enquête de Troy avait été méthodique, implacable. Des caméras cachées avaient capturé des mémos intimes volés dans le bureau de Diana. Les relevés bancaires révélaient des comptes joints ouverts en secret. Les messages détaillaient non seulement leur relation physique, mais aussi leur projet d'un avenir sans lui. Mais c'était l'ordinateur portable de Diana, celui qu'elle croyait indéchiffrable, qui avait livré la pire vérité. Il ne comptait pas juste le quitter, il voulait le détruire. Le contrat prénuptial n'aura plus d'importance si on prouve qu'il utilise les ressources de l'entreprise pour son business de surveillance, avait écrit Blake dans un message. Les contacts de ta mère au tribunal familial garantiront que tu récupères tout, y compris la garde exclusive. La réponse de Diana avait été aussi glaçante. Connor et Madison le connaissent à peine de toute façon. Il est toujours en déplacement. On fera en sorte qu'il comprenne qu'il a choisi son boulot plutôt que sa famille. Troy avait relu ces mots 3 fois avant que le poids de la trahison ne l'écrase. Ils ne se contentaient pas de briser leur mariage, ils orchestraient sa chute. Diana voulait lui prendre ses enfants, ses biens, son honneur. Blake aurait la femme et l'empire qu'ils avaient bâti ensemble. Mais ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils croyaient piégé. Troy passa les 4 mois suivants à préparer sa riposte. Il liquida des actifs dont ils ignoraient l'existence, ouvrit des comptes offshore et surtout, il enquêta sur la famille de Diana avec la même rigueur que celle qu'il appliquait à ses dossiers professionnels. Les Harrison avaient de l'argent, du pouvoir et des secrets. La mère de Diana, Patricia Harrison, était juge fédérale et présidait le tribunal familial depuis 20 ans. Son père, Gregory Harrison, possédait une chaîne d'hôtels de luxe dans le Nord-Est. Ils avaient toujours considéré Troy comme un intrus, un gamin des quartiers populaires qui avait eu la chance de séduire leur fille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Troy avait grandi en famille d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 12 ans. Il avait très tôt compris que le monde se divisait entre prédateurs et proies. Et il avait passé sa vie d'adulte à s'assurer qu'il ne serait plus jamais la proie. La pièce manquante lui apparut lorsqu'il plongea dans la carrière de Patricia Harrison. En fouillant d'anciens dossiers judiciaires, il découvrit une affaire vieille de 13 ans, classée secrète. Un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool avait coûté la vie à une famille entière. Le conducteur, fils d'un homme d'affaires influent, n'avait écopé que d'une peine avec sursis et de travaux d'intérêt général, malgré un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale. La juge qui avait prononcé cette sentence clémente, Patricia Harrison. L'homme d'affaires qui avait fait un don généreux à la campagne de réélection de Patricia juste après le procès, le partenaire de Gregory Harrison. Et la famille décimée, les Moretti, des immigrés italiens propriétaires d'une petite entreprise de construction qui avait concouru contre Harrison Development pour un contrat municipal. Troy tenait son levier. Le matin où l'avocat de Diana lui remit les papiers du divorce dans son bureau, Troy était prêt. Lawrence Kemper était exactement ce qu'il avait imaginé.
Costume onéreux, sourire froid et cette arrogance propre à ceux qui gagnent leur procès par intimidation plutôt que par talent. Elle obtient tout, incluant la garde exclusive, fanfaronna Kemper en luttant dans les documents. Vos enfants ne veulent même plus porter votre nom. Troy leva les yeux, son visage restant de marbre. Autour d'eux, son bureau vibrait de l'efficacité discrète d'une société de conseil en sécurité florissante. Des trophées garnissaient les murs, des photos avec des clients reconnaissants et des responsables policiers dessinaient une image de réussite et de respectabilité. Troy sourit et ouvrit un tiroir en sortant une enveloppe scellée. « Transmettez ceci à votre cliente. » Kemper vacilla légèrement. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une assurance, » répondit Troy simplement. Cette soirée-là, son téléphone explosa d'appels. Le premier venait de Diana, sa voix aiguë de panique. « Qu'est-ce que c'est que ça, Troy ? Qu'est-ce que tu essayes de faire ?» Il laissa passer sur messagerie. Le second appel fut celui de Blake, sa confiance habituelle remplacée par une rage à peine contenue. « Tu crois que tu peux nous faire chanter ? C'est de l'extorsion !» Troy supprima le message sans l'écouter jusqu'au bout. Le troisième appel arriva à 11h47. La voix de Patricia Harrison était glaciale de fureur. Mais en dessous, Troy perçut quelque chose qu'il n'avait jamais entendu chez elle auparavant. La peur. « Comment as-tu pu découvrir un secret vieux de 13 ans ?» hurla-t-elle. Troy décrocha cette fois. « Bonsoir Patricia, je me demandais quand vous appelleriez. »« Espèce de salaud, qu'est-ce que tu veux ?»« La justice, » répondit-il simplement. Quelque chose que tu connais très peu. L'enveloppe contenait des copies de documents judiciaires scellés, des relevés financiers et des photographies, des preuves d'une conspiration visant à pervertir le cours de la justice, qui avait entraîné la mort de 3 innocents et des profits illégaux s'élevant à des millions. Des preuves capables de détruire non seulement la carrière de Patricia, mais aussi de l'envoyer en prison fédérale. « Tu ne peux rien prouver !» déclara Patricia, mais sa voix manquait de conviction. « Je peux tout prouver. Les relevés bancaires montrant des versements de Harrison Hotels à ton fonds de campagne. Les dossiers des soumissions de la famille Moretti, mystérieusement rejetés après leur mort. Les photos de toi et Gregory célébrant le contrat hôtelier au Country Club, 3 jours après avoir laissé un meurtrier partir libre. » Un long silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Qu'est-ce que tu veux ?» finit par demander Patricia, la voix tendue. Diana retire sa demande de divorce. Blake vend sa part de l'entreprise à ma société écran pour $1. Diana me donne la garde exclusive des enfants et disparaît de leur vie. Et toi, tu démissionnes de ton poste de juge. Dans la honte. C'est impossible. Diana n'acceptera jamais. Diana acceptera parce que l'alternative, c'est sa mère en prison fédérale et l'empire de son père qui s'effondre sous une enquête gouvernementale. Parce que l'alternative, c'est la famille Moretti qui obtient enfin justice et récupère tout ce que les Harrison leur ont volé. Tu détruis une famille innocente. Le rire de Troy fut glacial. Innocente ? Ta fille et son amant ont prévu de me voler mes enfants et de briser ma vie. Ta famille a bâti sa fortune sur les tombes de ceux qu'elle a assassinés par corruption. Il n'y a rien d'innocent chez vous. La semaine suivante, Troy observait son plan se dérouler avec une précision implacable. Diana tenta d'abord de résister, persuadée que l'influence de sa famille la protégerait. Blake engageait des enquêteurs pour trouver des preuves compromettantes sur Troy, mais ne découvrit que la légende soigneusement construite d'un homme ayant surmonté la tragédie pour bâtir une entreprise légitime. La pression monta lorsque les médias locaux commencèrent à s'intéresser aux liens troubles des Harrison avec d'anciennes affaires. Des sources anonymes poussèrent les journalistes à poser des questions gênantes sur l'éthique judiciaire et les violations financières. Le courage de Diana vacilla lorsque les enquêteurs fédéraux débarquèrent dans la chaîne hôtelière de ses parents, munis de mandats de perquisition et de subpoena. La confiance de Blake s'effondra lorsqu'il comprit que affronter Troy, c'était affronter un homme qui avait élevé l'enquête au rang d'un art. Un homme détenant des preuves de chaque magouille, chaque compromis, chaque loi contournée pour profit. L'ultime confrontation eut lieu dans la salle de réunion de l'avocat de Diana. Kemper semblait épuisé, comme un homme venant de réaliser qu'il avait été surpassé par un adversaire bien plus redoutable. Diana était assise, raide, son assurance habituelle en lambeaux. Blake, lui, n'était même pas venu. Son avocat lui avait conseillé de prendre ses distances avant que les problèmes judiciaires des Harrison ne le rattrapent. « Tu as gagné », murmura Diana. « Nous signerons ce que tu veux. » Troy étudia le visage de son épouse, cherchant une trace de la femme qu'il avait autrefois aimée. Il ne vit que calcul et défaite. « Tu m'entends dire ça ? Dire quoi ? Que tu ne m'as jamais aimé, que notre mariage n'a été qu'un mensonge, que tu as prévu de me voler mes enfants et de briser ma vie ?» Le masque de Diana se laissa, révélant une froideur idieuse. « Tu n'as jamais été à ma hauteur, Troy. Mes parents l'ont su dès le début. Tu n'es personne. Un enfant de l'assistance avec des rêves de grandeur. Et pourtant, ce personne vient de détruire ta famille. Le contrat prénuptial,
Il est caduque. Tu signeras un nouvel accord. Un qui me donne tout. Les documents que Troy sortit étaient exhaustifs. Diana ne conserverait que ses effets personnels et un petit fonds en fiducie, suffisant pour survivre, mais pas assez pour reconstruire la vie qu'elle avait imaginée avec Blake. Blake, lui, vendrait sa part de la société Harrison Hoffman à une société écran de Troy avant de disparaître à jamais de leur existence. Surtout, Diana devait renoncer à tous ses droits parentaux et accepter des visites supervisées uniquement. « Les enfants sauront la vérité un jour », déclara Diana en signant chaque page avec une précision mécanique. « Ils sauront que leur mère les a abandonnés », répliqua Troy, « qu'elle a choisi un amant plutôt que sa famille. C'est la seule vérité qui compte. » Une fois les documents signés, Troy se leva et rassembla ses copies. « Il y a une dernière chose que tu devrais savoir. » Diana leva les yeux perplexes. « Blake ne disparaît pas parce que je l'y ai forcé. Il disparaît parce qu'il y a 3 jours, il a tout transféré. Ses actifs, ses parts d'entreprise, même ses comptes personnels, vers une société écran aux îles Caïmans avant d'acheter un billet aller simple pour un pays sans extradition. » Le visage de Diana blêmit. « C'est impossible. Blake même ?» Troy déposa une photographie sur la table. On y voyait Blake à l'aéroport JFK, les bras autour d'une brune qu'elle ne reconnaissait pas. Miranda Walsh, sa petite amie depuis 6 mois. Blake nous a joué les deux, prévoyant de prendre sa part de l'entreprise et de disparaître avec elle une fois le divorce prononcé. Diana fixa la photo. Son monde s'effondrant une deuxième fois en une semaine. La différence entre nous, poursuivit Troy, c'est que je ne lui ai jamais fait confiance. J'ai enquêté sur chaque personne de ta vie, y compris ton amant. Quand j'ai découvert son plan, je me suis simplement assuré qu'il ne puisse pas l'exécuter avec ton argent. Tu mens. Troy plaça une seconde photo. Des relevés bancaires montrant les comptes de Blake vidés et transférés. Il t'a laissé affronter les conséquences seul, exactement comme tu comptais me laisser. Alors que Troy se dirigeait vers la porte, Diana perdit enfin tout contrôle. Tu ne peux pas prendre mes enfants, ils sont à moi. Troy se retourna, son visage dur comme la pierre. Tu as renoncé à ce droit le jour où tu as décidé de détruire leur père. Connor et Madison méritent mieux qu'une mère qui les utilise comme des armes. Un jour, ils te détesteront peut-être pour ça, mais ils ne douteront jamais que moi, j'ai lutté pour eux. 3 mois plus tard, Troy, assis dans son bureau, observait ses enfants jouer dans le jardin. Connor apprenait à Madison à lancer une balle de baseball, et tous deux riaient de ses lancers maladroits. Ils s'étaient adaptés à leur nouvelle réalité avec la résilience de la jeunesse, comprenant seulement que leur père était là pour eux, et leur mère non. Patricia Harrison avait démissionné de son poste de juge, rattrapée par une enquête fédérale qui s'était soldée par un plaidoyer de culpabilité et une assignation à résidence. L'empire hôtelier de Gregory Harrison était sous surveillance fédérale, ses actifs gelés en attente l'issue des poursuites civiles engagées par les proches des victimes de la famille Moretti. Diana avait sombré dans l'anonymat, aperçue la dernière fois travaillant comme agent immobilier dans une petite agence du New Jersey. Blake avait bel et bien fui le pays, mais pas avant que les associés de Troy ne récupèrent ses actifs cachés pour les restituer à leur propriétaire légitime. Le téléphone sur le bureau de Troy sonna, interrompant sa rêverie. Le numéro affiché lui était familier. Un nouveau client potentiel en quête de sa justice particulière. « Blackstone Security », répondit-il. « Monsieur Blackstone, je m'appelle Amanda Richardson. Je crois que mon mari prévoit de me faire tuer. » Troy se pencha en arrière, son stylo prêt à noter. « Racontez-moi tout, Madame Richardson, et commencez par le début. » Dehors, les rires de ses enfants résonnèrent dans les retenales, lui rappelant tout pourquoi il s'était battu. Dans ce métier, il y avait toujours une autre affaire, un autre traître à qui apprendre que chaque acte avait des conséquences. Troy Blackstone avait appris cette leçon dans les foyers d'accueil, l'avait affûté dans l'armée et perfectionné dans son mariage. Sa vie reposait sur un principe simple. Ceux qui prônent de la pitié pour leurs ennemis sont condamnés à être détruits par eux. Lui n'avait jamais commis cette erreur, et il ne le ferait jamais. Fin de notre histoire. Que pensez-vous de cette conclusion? Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.